Tout le monde pense que ça prend des millions pour faire des millions, là, mais non. Ça prend Denis Gallico. Mais non, mais ça prend juste, encore une fois, d'aller voir les challenges. Ouais. Une phrase que j'aime dire tout le temps, là, dans la vie, là, que ce soit l'immobilier ou whatever, t'es payé quand tu résous des problèmes. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de La Pointe de l'immobilier, un podcast dédié spécialement à l'immobilier commercial, multilogement, terrain. Au passage, bien sûr, on va parler d'entrepreneuriat, de mindset, parce que d'abord et avant tout, l'immobilier, c'est de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai avec moi la chance d'avoir Denis Gallico. Merci Sam pour l'invitation. Ça me fait plaisir. Merci Denis d'avoir accepté. On va parler aujourd'hui d'entrepreneuriat, de développement, décontamination, bref, vraiment plein de sujets intéressants par rapport à l'immobilier. Le parcours aussi de Denis qui est très intéressant. Quelqu'un qui est avec nous au Québec depuis une dizaine d'années et qui a vraiment tout à gagner. Denis Gallico. Sam. Yes, bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation, c'est super apprécié. Puis c'est super studio, donc... Ouais, hein, c'est bien. Hein? On a monté On monte le niveau. On monte le niveau, là. Exact. On a fait la MREX, on a vu le niveau, puis là... Yes. Fait que là, merci d'avoir accepté. Vraiment, Denis, je t'ai rencontré justement à l'MREC. Je t'ai découvert, c'était une soirée qu'on avait faite, puis t'étais venu parler en avant. Oui. Un TED Talk de une trentaine de minutes, je pense. C'est ça, TED Talk. Puis honnêtement, j'ai découvert quelqu'un. Ouais, vraiment. T'as une belle personnalité. T'as beaucoup de connaissances, visiblement. Ben, ça s'acquiert, les connaissances. Là, j'ai toujours les connaissances, ça s'acquiert, mais la stratégie, c'est knowledge plus action is power. Tu sais, la réalité, c'est que le but, c'est pas d'être le king de la connaissance. Mm-hmm. Il faut mettre de l'inertie dans la connaissance pour pouvoir réussir, pour avoir du pouvoir, pour pouvoir réussir dans la vie. C'est pas, le but, c'est pas d'être le pro du Becherel ou le pro du livre de l'investissement ou le pro du guide Marshall & Swift pour l'évaluation agréée. C'est pas ça le but. Le but, c'est de savoir investir à la fin et investir. Exact. Oui, parce que là, on est ici pour... on va parler de plusieurs choses. On ne sait pas encore exactement où est-ce que ça va s'en aller. On a une idée, mais ça pourrait virer de tout bord, de tout côté. Je veux d'abord t'introduire rapidement. Donc, CEO de 5AM Capital. Ouais. Good. Qu'est-ce que c'est 5AM Capital? 5AM Capital, en fait, c'est quelque chose que... C'est une compagnie que j'avais commencé, je pense, en 2017. OK. Puis j'étais très porté à ça. Quand j'ai eu le nom en tête, j'ai eu le déclic. Je fais, c'est exactement ça, parce que je me lève tous les matins entre 4h45 et 5 a.m. Mm-hmm. Puis je me suis dit, c'est là où tu crées de la valeur. Donc, tu sais, si tu investis ton argent à 5 h du matin, c'est là où tu crées de la valeur. Puis en gros, c'était ma compagnie au début vraiment d'investissement. Puis après, avec la MREX, avec les différentes écoles de formation que je faisais, il y a beaucoup de personnes qui me posaient des questions en message direct sur Facebook, Instagram, etc. Puis je répondais à ces personnes, mais en promenant le chien, en allant courir, etc. Et je faisais ça vraiment de façon bénévole. Et puis je me disais, c'est bien, je peux aider peut-être plus de monde possible, mais je me rendais compte que je n'allais pas dans la qualité. Tu vois, genre, répondre à une question en courant ou répondre à une question en promenant le chien, là, tu peux pas aller comme, dans les chiffriers, les analyses de cash flow, etc. Puis, j'ai eu cette prise de conscience en fin 2022. Puis, début 2023, j'ai comme créé un petit peu mon site Internet pour faire un petit peu de consultation. Puis cette consultation, pour moi, c'est vraiment quasiment une façon de redonner au monde de l'immobilier. Mm-hmm. Je consacre 6 heures par semaine à faire de la consultation. Pas plus, pas moins. Mais au moins les 6 heures, je suis derrière un ordinateur avec des chiffriers, avec des études, des calculs, des calculateurs, avec etc. Avec des vrais projets que tu peux... Avec un vrai projet. Et puis comme ça, quand quelqu'un me présente son projet, je peux l'aider. Je suis 100% focus. Je ne suis pas en train de faire autre chose en même temps. Donc, je me suis dit, je vais y aller beaucoup plus dans le qualitatif que le quantitatif. OK. Good. C'est très bien. Donc, 5AM Capital, on va là-dessus. Tu pourrais aller... justement, de faire une demande... c'est ça. Par exemple, pour des études de projet, il y en a certains qui veulent faire je sais pas si mon deal, il est bon. Ouais. Je sais pas... ça, par exemple,
J'appelle ça étude d'opportunité. Exact. Après, tu peux avoir des banques d'heures, tu peux avoir des suivis d'objectifs. Est-ce que je veux acheter je sais pas, 50 portes à la retraite, mais est-ce que je suis sur le bon chemin pour y aller? OK, si c'est 50 portes à la retraite, c'est quoi? C'est peut-être, je dis n'importe quoi, c'est peut-être 10 portes par année. OK, si c'est 10 portes par année, OK, tu fais quoi le premier trimestre? Le premier trimestre, il faut que tu fasses de la prospection. OK, mais pour avoir 10 portes, c'est-tu 10 portes ou c'est 5 portes? Si c'est 5 portes, OK, c'est quoi la prospection que tu dois mettre dans le premier trimestre pour arriver à ton 5 portes? Il faut peut-être que tu aies 1000 lettres qui vont amener à 10 contacts. Et ça, je t'apprends rien, tes courtiers. Oui, exactement. Je fais beaucoup de prospection. C'est ça, qui va t'amener à la fin à peut-être 2 promesses d'achat ou une promesse d'achat. Puis, donc, en gros, c'est vraiment comme un suivi d'objectifs et une imputabilité. Je dis toujours, c'est l'imputabilité de pouvoir réussir. Exact. Parce que pour moi, c'est vraiment crucial que les gens aient un chemin clair. On dit toujours, quand tu as une île et que tu es sur ton bateau, il suffit que ton compas soit décalé de 1 degré pour que tu arrives à des milliers de kilomètres de l'île à côté. Donc, l'important, c'est toujours d'avoir les étapes intermédiaires pour arriver à ton chemin. C'est drôle parce que mon prochain invité, Patrice, il dit ça dans des conférences. Il a déjà dit quelque chose qui ressemble à ça dans les conférences. Puis il faut que justement, pour arriver à la bonne place, il faut que tu ajustes vraiment. Et puis, il faut t'ajuster aussi, parce que ça arrive des fois d'avoir des challenges, des bad luck tout ça. Et puis, tu fais 100 mètres, puis là, tu es comme, hop là, OK, je pensais pas que ça allait là. Et puis, hop, tu réajustes. Et puis, il vaut mieux réajuster au bout de 100 mètres qu'au bout de 1000 km. Ouais. Ben justement, ça m'amène à une question que pour toi, c'est quoi ton mindset pour voir les opportunités là où les gens voient des challenges? Tu sais, moi, quand je vois un challenge, je me dis que je grandis. Puis, c'est ça un petit peu. Je sors tout le temps de ma zone de confort, c'est pour grandir. Puis quand je vois un challenge, tu as 2 façons de voir un challenge, OK? Puis je vais être peut-être un petit peu cru, là, je sais pas c'est quoi ton auditoire, mais... C'est correct. Soit tu as une crise des victimes, OK? Voilà. Soit tu as une crise des victimes, puis qu'au final, ce qui se passe, c'est que tu te mets en boule, puis tu vas pleurer dans ton coin, soit tu te lèves et tu essaies de trouver une solution. Mais là, tu vas me dire, Denis, il y a des challenges où, genre, tu peux rien, la hausse de ton intérêt, etc. Ben, si tu peux rien, let it go. Si tu peux rien, laisse faire. Tu peux rien. La météo, tu peux rien faire contre la météo, OK? Si tu peux quelque chose, tu fais quelque chose. Donc moi, c'est super simple. Il y a un problème qui m'arrive, ça rentre. OK. Je peux faire quelque chose ou je peux pas faire quelque chose. Si je peux rien faire, je laisse faire. Je passe à autre chose. Oublie ça. Je prends un autre chemin. Il n'y a pas, comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Donc, au bout d'un moment, tu auras un autre chemin pour arriver à tes fins. C'est une porte qui ferme, il y en a une autre qui va ouvrir. Voilà, exactement. Si tu peux faire quelque chose, fais quelque chose. Puis fais quelque chose, ça va te permettre de grandir. Puis, ce que j'aime de l'entrepreneuriat, parce que là, on va parler, peut-être, je vais switcher un petit peu vers l'entrepreneuriat. Mais ça donne bien parce que mon podcast, c'est l'entrepreneuriat, le mindset, l'immobilier. Bon, on va parler de tout ça. On parle de tout ça. C'est fait pour ça. La beauté de l'entrepreneuriat, c'est que tu peux te planter 1000 fois, puis réussir une fois, puis c'est ça qui va rester dans la tête des gens. Thomas Edison, il a trouvé 1000 façons de ne pas faire une ampoule. Ben non, mais c'est ça. Mais la réalité, c'est que, tu sais, imaginons, tu vas à l'école, tu te plantes, bam, t'as un F, puis là, on te met une petite claque sur la main, puis là, on te dit, ah non, OK, là, faut que tu fasses attention. 2e F, 3e F, genre au bout du 5e F, là, on commence à te dire, écoute, t'es un moron, là, genre, écoute, change, fais quelque chose, là, genre, je sais pas. Fais d'autres choses. Tu sais, un entrepreneur, c'est comme, OK, j'essaye. Ah non, ça marche pas. OK, ça marche pas. OK, il essaye quelque chose, ça marche pas. Et après, c'est comme, hop, ça marche. Yes. Tu sais, il a essayé genre 12 fois dans une direction, il a frappé 12 murs. Puis là, à un moment, il a trouvé une backdoor quelque part. Puis là, hop, il a réussi comme, Et puis la réalité, c'est qu'à la fin, c'est ça qu'on se rappelle. Voilà. Est-ce qu'il a réussi? Est-ce qu'il n'a pas réussi? Le but, c'est pas de réussir à chaque coup, c'est de réussir une fois. Qu'est-ce que ça veut dire de tout ça? C'est que la quantité d'essais que tu fais est importante. Parce que si tu essaies qu'une seule fois et que tu te plantes et que tu arrêtes, oublie ça. Tu comprends? Donc, le but, c'est d'essayer le plus de fois. Boum, tu réussis. Puis, tu continues ton chemin comme ça. Puis, voilà. En gros, moi, c'est un petit peu, je trouve, la beauté de l'entrepreneuriat. Et c'est la même chose avec les challenges. Moi, à chaque fois que je vois un challenge, je suis comme, yes, une nouvelle façon de me dépasser, une nouvelle façon de sortir de ma zone de confort et une nouvelle façon de grandir. Parce que si j'avais aucun challenge, c'est comme si tu passais une semaine au Mexique. Là. T'es une semaine au Mexique, t'es sur la beach, etc. T'as pas de challenge. Tu dois pas
creuser la tête Non. pour manger. Vraiment pas. Pas te creuser la tête pour boire. Pas te creuser la tête T'es pour... dans une zone sécurisée. zone sécurisée, etc. T'as pas de Voilà. challenge. Est-ce que après une semaine du Mexique, imaginons, je dis pas que tu l'as fait avec des investisseurs, etc., mais genre, est-ce que tu as l'impression, comme après une semaine, tu es comme yes? Non. Non. Non, définitivement Mais pas. par contre, est-ce que tu te souviens de toutes les fois où tu t'es genre pété la gueule et tu dis, là, tu t'es relevé, puis là, tu es comme yes! Ouais, c'est ça, j'ai j'ai trouvé la trouvé. solution, et puis ça, c'est resté tatoué, tu sais. Absolument. Donc, anyway, c'est comme plein de choses que j'ai en tête, mais. Ah, c'est très bon, c'est très bon. Donc aussi, en même temps, tu sais, ça t'apprend à aussi laisser aller, mettons, une opportunité, parce qu'il y a une différence entre un deal et un lead. Là. Ah oui. Tu sais, Tout à fait. de dire, OK, finalement, ça, c'est pas mon deal à moi. Je laisse tomber parce que ça ne cadre pas dans mes paramètres. Et... Question de focus. C'est ça. C'est 100% de focus. C'est des fois. C'est très difficile. Là. C'est drôle que tu en parles parce que cette année, Mhm. j'ai souvent. OK, souvent. Très souvent acheté toutes les promesses d'achat. Je notarie 95% des promesses d'achat que je dépose. OK. Puis cette année, il y a C'est une juste. belle moyenne. Ben, c'est une belle moyenne, mais puis je pense que ça ajoute une crédibilité. Moi, ce que j'ai toujours C'est aux sûr. personnes, c'est de dire regardez, moi, l'avantage, c'est que je vais te poser le plus de questions avant de déposer une promesse d'achat. Pourquoi? Parce que je vais faire mes calculs avant, je vais faire ma due deal avant, puis quand je dépose la promesse d'achat, tu vas savoir que je suis sérieux. Absolument. Puis, c'était un petit peu ma marque de commerce. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de courtiers ou de personnes à Montréal qui m'amenaient des opportunités parce qu'ils savaient que j'étais un closer. Mais par contre, ça se peut qu'avant même que je dépose une promesse d'achat, je te dise, ben là, je comprends pas, là, genre, tu as une facture d'huile qui donne ça, et tu sais, ouais, mais là, tu gosses, là, ou... Ben ouais, je gosse, je gosse parce que je veux pas faire perdre de temps à personne, Ouais. ni au vendeur, ni au courtier, ni à moi. Moi, mon but, c'est de faire mon exercice avant. Mais des fois, tu n'as pas le choix quand même de te commettre. Ça arrive, mais OK, mets-toi à la place du vendeur. Tu sais, Ouais. Oui, je vais me commettre. Tu sais, je vais faire mes exercices, mes calculs avant. Je vais me commettre quand je sais que pour moi, ça fait du sens, ou du moins que j'ai 70% ou 75% de certitude que je vais closer. Mais mets-toi à la place du vendeur. Tu sais, le gars qui balance des promesses d'achat à tout le monde, ou alors, en ce moment, ça, c'est la mode, là, la prospection d'envoyer des promesses d'achat. Ouais. Tu reçois plus une lettre de prospection, genre « Contacte-moi si tu as envie de vendre », tu reçois une C'est promesse d'achat. Puis là, moi, je suis comme... Mais là, tu sais, une promesse d'achat avec 22 clauses suspensives, puis... Ben oui, c'est pas une promesse Même d'achat. toi, là. même toi qui es courtier, tu le sais, là, genre tu vas présenter quoi au vendeur? Bon, bah regardez, le gars, il va loquer la promesse d'achat pendant 342 jours, le temps qu'il ait le permis de monter 22 étages et qu'il a un financement en PHLEC 7 mois après. Tu sais, marche pas, là. Non, ça marche pas. Justement, j'ai quelqu'un qui se fait une couple de fois qu'on essaie de faire une transaction, puis au final, il est chicken. Il est chicken parce qu'il veut pas closer. Il veut absolument que tout soit vraiment dans sa zone de confort avant de dire je vais de l'avant pour un terrain, là, justement. Là. Mais on le sait que c'est Mais regarde, est-ce que cette personne-là, elle a fait plusieurs projets avant? beaucoup de projets. OK, beaucoup de projets. Est-ce qu'il a fait des projets qui étaient sensiblement identiques, genre toujours des sixplex? Je pense qu'il est un petit peu en dehors de sa zone. OK, Non, lui, c'est des projets intégrés, du redéveloppement. du redéveloppement, ouais. OK. Exact. Mais des fois, c'est ça aussi, là. J'avais un ami qui faisait de la construction, mais qui faisait de la construction un peu plus dans le nord, dans ton coin, là, Saint-Jérôme, etc. C'est ça. Puis lui, tu sais, d'aller jusqu'aux 6 logements, il était confortable. Mais donc, tu sais, il était dans sa zone de confort. Ouais, mais c'est dès que tu arrivais à du 12, du 15, du 16, du 3, 4 étages, etc., il était comme, ouais, je suis plus trop dans ma zone de confort, et puis ça le tentait plus. Et puis, c'est correct. Tu sais, ça prend des gens qui aiment être dans la sécurité. C'est pour ça que tu as des fonctionnaires, etc. Et puis, tu as des personnes qui sont plus dans la croissance. Mais tu peux pas être dans la croissance et dans la sécurité en même temps. Non. Non, je sais, j'étais fonctionnaire avant. J'étais fonctionnaire, puis j'ai décidé d'aller vers... Ben, j'ai toujours une fibre entrepreneuriale. Là. Puis j'ai décidé de laisser tomber la sécurité pour la prospérité. Ben, c'est pour ça que j'ai déménagé au Canada. Hein. On va pas se mentir. Moi, quand je... Ouais, tu viens de où Ouais, exactement? je viens de France. Puis, Ah, ça paraissait pas. Ça paraissait pas du tout. Les Québécois disent que j'ai un accent français, puis les Français disent que j'ai un accent québécois. Au final, je sais plus trop. Mais t'as un petit accent québécois, c'est sûr que... Ouais, t'as un petit accent québécois. OK. Mais tu sais, Tu l'as moi, quand je suis venu ici en 2013, pourquoi je suis venu? Parce que je voulais pas me leurrer. En France, on t'apprend, et puis c'est pas pour dénigrer la France, hein, t'as des très bons entrepreneurs en France, Ben etc. Mais en France, on t'apprend à être un bon employé.
c'est très difficile d'être entrepreneur. OK. Donc, au final, ce qui se passe, c'est que on te dit, ben regarde, après quelques années, tu vas pouvoir devenir demi-chef. Puis après quelques années, tu vas pouvoir devenir chef, etc. Donc, c'est vraiment basé sur l'ancienneté, alors que le modèle nord-américain, c'est la méritocratie. Si tu mérites, tu grandis les échelons plus vite, right? Oui. Quand je dis nord-américain, parce que c'est sensiblement... C'est comme ça pour mal sensiblement identique. Puis, en France, moi, je pense que dans la durée de mon école d'ingénieur, je pense qu'ils ont augmenté l'âge à la retraite 2 fois. Puis je me suis dit, écoute, Denis, il ne faut pas être fou. Là. Si tu attends que le gouvernement te donne une retraite, puis ça, je pense que, je ne veux pas dire que c'est pareil au Canada, mais pensez-y de la même façon. Si tu penses que dans 40 ans, le gouvernement aura assez d'argent pour te donner une retraite, je pense que tu crois plus un Dieu, là. Tu sais, genre, excuse-moi, c'est la foi, là. C'est plutôt lié à la foi, là. Moi, je me suis dit, c'est sûr qu'il n'y aura plus de retraite, là. C'est sûr que la retraite sera rendue 92 ans. Et puis, attends, une minute. Si je veux pas que ma retraite, elle soit à 64 ans, si je veux que ma retraite, elle soit à 35, 40, 41, 42, je sais pas. Ben non. Donc, au final, j'avais travaillé un petit peu aux États-Unis, puis j'étais revenu, puis là, je suis reparti au Canada, puis au début, c'était 6 mois. Puis là, t'arrives, et puis là, tu es comme, OK, attends une minute. Je crée une compagnie. Parce que là, je vais vous donner des trucs juste pour que vous arrêtiez de penser que, genre, on est dans un monde communiste, etc. C'est ça. C'est ça. Là, je parle à vous, là. Là, OK? Vous êtes dans un pays d'abondance. 100%. Okay? 100%. Sans aucune limite à part votre barrière mentale. Mm-hmm. OK? Je vais te donner un exemple. Là. Puis là, pour ceux qui ont été à Cuba et qui ont parlé à des Cubains, là, c'est autre chose. Hein, mais tu sais, juste comparer la France au Canada. Au Canada. Même au Québec. Dans quel autre pays tu crées une entreprise, une Inc., en moins de 25 minutes, tout seul, que sans plan d'affaires, tu vas dans une caisse, pop, puis que tu as une marge de crédit entre 50 et 100 000. Pour faire tu sais, genre... Ouais. Tu sais, en fait, tu as juste besoin de la codification d'activité de ton incorporation. Tu aurais pu dire... Je sais pas, je me lance dans des churros à la choucroute. Puis là, les gens, ils sont comme, de quoi tu parles? Mais là, ils te demandent même pas ça. Là. Non, exact. Ils te demandent rien de tout ça. Là. Ils veulent savoir dire, je fais de la consultation, n'importe quoi. Okay? Mm-hmm. Puis c'est basé sur ton crédit personnel, ça paraît même pas sur ton crédit personnel. Mais en gros, comme, imagine, en France, une carte de crédit, ça n'existe pas. Moi, pendant quasiment 10 ans, tu pouvais pas aller en dessous de 200 $ de ta limite de crédit, là. Même si tu es ingénieur, là, ça change rien. Là. OK. Donc, il n'y a pas la notion de crédit, à part pour avoir une hypothèque. Une hypothèque que tu peux pas refinancer aussi. Que tu peux pas refinancer. En plus, ça, c'est un détail que j'ai appris récemment. Mais non, mais c'est ça. Donc, arrêtez de genre, ah non, mais c'est difficile, le truc, etc., les taux d'intérêt, blablabla. Puis genre, mais non, t'es dans les... comme, tu sais, tout le monde pense qu'il faut que toutes les étoiles soient alignées. Et peut-être qu'elles sont alignées maintenant, les étoiles. Moi, je pense qu'on t'a aligné. Voilà. Ben justement, c'est bon. Comment tu arrives à prendre avantage des taux d'intérêt? Mais ça revient un petit peu avec ce que je te disais au niveau des challenges. Tu sais, OK, on repart un petit step en arrière parce que ce podcast-là, là, les gens ils vont l'écouter pendant encore 10 ans. Oui, écoute, c'est viral. Et ça va être cyclique, l'immobilier, donc ils vont pouvoir le réécouter pareil encore. C'est ça. Ça va être bon dans 10 ans. Ça va être bon dans 10 ans, 20 ans, etc. L'avantage, c'est que, regarde, quand il y a eu la pandémie, là, il y avait les taux d'intérêt qui ont baissé, c'était n'importe quoi. Et puis là, tout le monde devenait investisseur. Tout le monde qui avait de l'argent discrétionnaire, mais en fait, même pas de l'argent discrétionnaire. Au lendemain matin, n'importe quel propriétaire se retrouvait avec un actif, une maison, un condo, etc., avec de l'équité. Oui. Parce qu'il pouvait refinancer le lendemain matin, il pouvait le refinancer avec et aller chercher 100 000, 150 000, 200 000 d'équité supplémentaire. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir été brillant sur ton premier achat. Tu refinançais, tu avais 100, 150 000, 200 000 d'équité. Voilà. Puis là, tu étais prêt à investir. Puis là, c'était un peu les offres multiples. Tout le monde mettait de l'argent n'importe comment parce que tu n'avais pas forcément besoin d'être très smart là, pour investir dans l'immobilier. Tu n'avais pas besoin d'être sophistiqué comme... tu n'avais pas besoin d'être sophistiqué. Puis là, tu achetais, puis tu pouvais t'asseoir dessus, etc. C'était une bonne période de marché. C'est une belle période. Puis, absolument.
j'aimais bien, on avait une conférence au Levic de Groupe Mac, dans le fond de Vincent. Puis, il disait, là, les taux d'intérêt montent. À l'époque, c'était moins haut que maintenant. Là. Il dit, les taux d'intérêt sont en train de monter. OK. Puis, on va voir la différence entre les enfants et les adultes. 100%. Puis, on la voit très bien, d'ailleurs, maintenant. Et là, maintenant, on la voit en crise parce que moi, je me fais présenter un paquet je me fais présenter un paquet de projets de gens qui ont démarré le projet. Puis là, le financement, ils l'avaient financé pendant la COVID. Puis là, pendant la pandémie. Puis là, ça a été plus long à faire des négociations avec les locataires. Ça a été plus long avec les permis. Ça a été plus long avec les trucs, machin, etc. Puis là, le truc, il est vide. Puis là, ils se rendent compte que, attends une minute, là, si j'investis autant d'argent pour rénover la bâtisse, je ne vais pas récupérer mon argent. J'ai pu récupérer tout mon argent. Donc là, je me fais présenter des projets vides, des projets, des immeubles vides, etc. Puis je m'en refais présenter que les gens aiment bien, là. 10 fois plus que pendant la pandémie. Mm-hmm. Donc, comment on utilise les taux d'intérêt, comment on prend avantage des taux d'intérêt, ben moi, je peux te dire que un des trucs, c'est qu'on fait vraiment la différence entre les adultes et les enfants. Les joueurs, les investisseurs qui sont présents maintenant avec des taux, puis là, je ne vais pas parler des taux, mais disons, si on prend le taux de directeur, même si on va pas, c'est les bons du trésor, etc., mais le taux de directeur qui a monté, et maintenant, on est à 5%. Là. Les joueurs qui sont en ce moment actifs sont des adultes. C'est ça la différence. Absolument, je le vois très bien. Toi, tu le vois en tant que courtier. Ouais. Puis la deuxième chose, c'est quoi la probabilité, à partir de maintenant, là, imaginons, quand on était dans la pandémie, les taux étaient bas, la probabilité que les taux montent, pas mal 100%. Ah ouais, c'est sûr. Pas mal 100%, ça ne pouvait pas rester aussi bas que ça. Non. Bon, maintenant, on est à 5%. Je ne dis pas qu'on est en haut de la montagne, mais disons que tu regardes sur un environnement de 2-3 ans. Là. C'est quoi la probabilité que les taux baissent? 70%? Ben, c'est ça. Elle est quand même plus grande que ça baisse plutôt que ça monte sur un environnement de 3 ans. Donc, quand il y a 2-3 ans, tu avais le vent de face, là, maintenant, tu as le vent dans le dos. Oui, exact, c'est ça. Voilà, donc soit tu es en mode stratégie, soit tu es en mode tragédie. Soit tu te mets en boule et tu vas te coucher, tu vas faire oh non, les taux, ils sont hauts, non. Soit au TED Talk, c'est ça que tu avais dit. T'es-tu en mode tragédie? Je pense que c'était ça le titre de ton... Non, c'était comment naviguer dans le marché immobilier. Mais c'est ça. Donc, en ce moment, soit tu es en mode stratégie, soit tu es en mode tragédie. Donc, soit tu te mets en petite boule et puis tu vas te coucher parce que les taux d'intérêt sont trop élevés. Mm-hmm. Soit... ben, tu es en mode investissement et puis ça se peut que tu aies des meilleures nouvelles que tu en as eues. Ben oui, j'ai reçu un courriel tantôt justement d'un client que je disais, t'es rendu où? Je vois que tu as des bâtisses, tu as de l'équité, tu pourrais même refinancer, tout ça, qu'est-ce que tu veux faire? Je regarde ça aller, je pense que c'est pas un bon temps, mais ça va être un bon temps quand? T'sais? Là, comme tu dis, tu as le vent dans le dos. Ben, c'est ce que je crois, là. T'as le vent dans le dos, et puis même, tu le vois, les vendeurs, au final, t'es plus dans une frénésie de comme, t'as 50 offres multiples, puis moi, j'aime pas être là-dedans. Pourquoi? Parce que au final, c'est juste une question de condition. Tu crées pas de relation avec le vendeur, et puis moi, j'aime beaucoup créer des relations avec les vendeurs parce que j'aime bien faire plusieurs transactions avec les mêmes vendeurs. Mais en gros, donc, ils voient que je suis professionnel, et puis du coup, on achète plusieurs bâtisses aux autres. Mais... c'est ça, en gros, c'est ça. Et puis, du coup, tu as plus le temps. Il y a moins de compétition. Et puis, les gens qui disent « Ah, il n'y a pas de deal sur Centris, Denis. » Ben, les 11 dernières propriétés, sur les 11, il y en a une qui était en marché. Toutes les autres étaient sur Centris depuis plus de 100 jours. Je suis d'accord avec toi. Tout ce que j'ai acheté, moi, c'était sur Centris. Bon. Puis c'était toutes des opportunités. Oui, il n'y a plus de deal sur Centris. Non, c'est ça, exact. Tu en avais présenté un, justement, quelque chose d'intéressant, justement. Mais il faut être créatif, là, aussi. À un moment donné, il faut sortir out of the box, là. Je dis, toi, tu avais regardé un projet, puis je trouvais ça vraiment bien. Il y avait comme un garage, on pouvait faire un autre logement. Ouais. Fait que ton coût de la porte, c'était pas 150 000, c'était 130 000, mettons. Ben, peut-être que pour aménager le garage, ça va coûter 80 000. Oui. Puis au refinancement, tu te bases, disons, une valeur SCHL, je sais pas, de 300 000. Donc au final, tu es reconnu sur une valeur de 300 000, puis ça t'a coûté 80. Puis là, hop, il y a un 220 qui... Oui, c'est ça, exact. Tu sais qu'on part passer à l'immobilier à Paris, là, ça marche plus, cette affaire. Comme ces petites crossettes-là, là, ça marche plus, là, parce que c'est pas une crossette. Mais non, mais c'est une tweak, là. C'est une tweak... Ben, c'est une forme d'optimisation. Ben oui. Puis, tout le monde pense que ça prend des millions pour faire des millions, là, mais non. Ça prend Denis Gallico. Mais non, mais ça prend juste
encore une fois, d'aller voir les challenges. Ouais. Une phrase que j'aime dire tout le temps, là, dans la vie, là, que ce soit l'immobilier ou whatever, t'es payé quand tu résous des problèmes. T'es payé quand tu résous des problèmes. T'es payé quand tu résous des problèmes. Je veux dire 50 fois. T'es payé quand tu résous des problèmes. Que ça soit, là, à un moment où tu voulais parler de la décontamination, t'es payé quand tu résous un problème. Là, les gens, c'est comme n'importe quoi, les taux d'intérêt sont hauts, ceux qui investissent, t'es payé quand tu résous des problèmes. Le vendeur, il est écœuré de ses locataires, t'es payé quand tu résous des problèmes. Tu vas récupérer ses locataires. L'immeuble que j'ai acheté, c'était ça. Chez le notaire, je me suis rendu compte, parce que j'ai pas eu la chance de parler au vendeur, parce qu'on n'a pas souvent la chance de parler en tant qu'acheteur quand on transige. Puis chez le notaire, le vendeur m'a quasiment lancé les papiers sur le comptoir, puis il m'a dit « bonne chance ». Ouais, mais ça. Et peut-être que justement, tu as eu un super bon prix parce qu'il était écœuré. Peut-être que tu as eu des super conditions parce que tu étais écœuré. Et puis tout le monde pense que le prix, c'est la seule condition d'une transaction. Mais ça, on en a parlé souvent. Mais tu as eu peut-être tout ça. Et puis au final, j'en suis sûr que ton projet s'est super bien passé. Et puis c'était difficile par contre, mais j'ai résolu des problèmes. J'ai vu c'était quoi ces problèmes qu'il y avait quand j'ai... T'as résolu des problèmes. Ben oui. Puis, au final, tu as réussi, j'imagine, à ressortir toute ton équité. Et plus. Et plus. Mais ça, imagine, encore une fois, là, les gens, ils ne comprennent pas ça. Là. Tu ressors toute ton équité et plus, là, c'est-à-dire qu'après 1 an, tu fais un rendement infini. Là. 100%, ben oui. Ça veut dire qu'après 1 an, tu as fait 100% de rendement sur ton argent. Là. Il y a quel placement boursier, il y a quel placement dans le monde, là, à part les shitcoins, il y a quel placement que tu fais 100% en 1 an? Là. Je l'entends, celle-là. OK? Oui. Bon. Aucun, right? Ben non, il n'y en a pas. Donc, tu as eu un super rendement parce que tu as résolu des problèmes. Oui. C'est vrai de ça. Donc, toi, bon, j'allais dire, tu aimes bien les immeubles contaminés. Si tu as la chance d'en avoir un, tant mieux. Si tu n'en as pas, c'est pas grave. Mais ça, la contamination, c'est un problème. Puis à Montréal, c'en est tout un. Il y en a quand même beaucoup. Ben, parce qu'il y a un historique. Il faut comprendre qu'il y a peut-être... Puis je parle de ça comme si ça faisait 50 ans que j'habitais là, mais ça fait pas 50 ans, mais je me suis renseigné. Depuis 2013. Depuis 2013. Ben quand même, pour un gars qui est là dessus 2013, je trouve que t'en connais beaucoup. Là. Mais je m'intéresse. Quand tu t'intéresses à quelque chose, tu apprends. Voilà. Puis, il y a peut-être 50 ans, tu n'avais pas les mêmes normes écologiques que maintenant. C'est-à-dire que tu faisais... Et puis, tu n'avais pas les mêmes normes et puis tu n'avais pas les mêmes infrastructures. Exact. Right? C'est-à-dire que tu faisais une rénovation, ta brique... À l'arrière, tu faisais quoi? Tu trouvais un container, puis tu mettais ça, puis après, tu n'avais pas d'éco-centre, ou je sais pas, là, je dis n'importe quoi, mais tu faisais quoi? Ben, au final, tu le mettais dans ta cour arrière, puis tu mettais une couche d'asphalte au-dessus, puis tu faisais des stationnements. Voilà. Right? C'est un petit peu comme ça. Oh oui. Bon, maintenant, les normes écologiques, puis on s'est rendu compte vraiment que l'environnement, on s'est éduqué. On s'est éduqué, l'environnement, c'est un challenge. On voit qu'il y a eu beaucoup de dérives, etc. Donc, les normes écologiques ont changé. Il y a les infrastructures qui sont arrivées avec les écocentres, etc. Mais à Montréal, là, qui est une vieille ville au Québec, il y a 80% des terrains qui sont contaminés. Là. C'est ça. 80% des terrains qui sont contaminés. Donc, au final, encore une fois, est-ce que tu es en mode stratégie ou tu es en mode tragédie? Est-ce que quand tu vois de la contamination, tu te mets en petite boule et puis tu vas te coucher? Ou alors est-ce que tu te dis, regarde, moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais par contre, c'est sûr que tu comprends que c'est un risque. Oui, c'est un risque. Donc là, tu fais une négociation avec le vendeur parce que là, tu résous son problème. Ben oui. OK? Son problème, c'est que c'est contaminé. Il est pris avec le problème, ça, c'est définitif. Là. Il est pris avec le problème. Maintenant, il le sait, là. Pas le choix. Oui. Puis il doit le divulguer à la banque pour le financement, il doit le divulguer un peu. Donc moi, j'étais comme, OK, je dis pas que genre je vais chercher tous les immeubles à logement qui ont de la contamination. Mais par contre, quand il y en a, je peux te dire que, comme on dit, j'ai pas de peur là-dessus. Là. J'ai pas de peur. Et puis, il y a un paquet, tu sais, il y a trois... Il y a 3 avantages que je vois, là, moi, sur la décontamination, mais je sais pas, je veux pas aller trop loin dans ton petit truc. Non, mais en fait, à ce moment-là, ça revient à la question que, c'est pas grave, je vais te la poser tout de suite. Il n'y a pas de timeline vraiment. Dans le fond, mon invité d'avant, il te pose une question, puis toi, tu poses une question à l'invité d'après. Oh là, du coup, la pression, elle est... OK, vas-y, je me prépare. C'est toujours ça, le concept. Et puis, j'avais Guillaume Lachance qui te demandait comment tu fais pour gérer tes coûts de décontamination, parce que lui, il dit tout le temps, il dit, moi, c'est comme si je lance un 25 cents dans les airs, puis on ne sait pas sur quelle face ça va tomber. Fait qu'il dit, c'est difficile pour moi. Il dit, ils ont réussi quand même bien à faire les choses, mais y a-t-il une façon de pouvoir quand même avoir une idée, là, une règle de pouce, comme on dit? Là? Ouais. Ben,
J'ai fait une réponse un peu de politique, mais ça reste pareil, une bonne réponse. OK? Première chose, si tu prends le problème du vendeur, qui est la contamination, il faut, que tu sois payé pour faire la job et il soit payé pour le risque. Right? Donc, si en ce moment, on te dit, ils ont fait 2 carottes à l'arrière, c'est contaminé, t'es pas sûr, mais le terrain, il fait genre 4000 pieds carrés. Tu sais pas si la nappe, elle fait-tu 500 tonnes ou elle fait 50 tonnes. T'en sais rien. Donc, tu prends un problème. Imaginons, là, tu prends un risque. Le risque, il est, disons, de 1 à 10, il est peut-être proche de 8 parce que là, t'as fait juste 2 carottes, t'en as fait 50, right? Oui. Donc, plus tu fais des carottes, plus tu sais c'est quoi la superficie techniquement qui était contaminée. Oui, c'est la suite logique d'une étude environnementale. Ben, c'est ça. Donc, au final, moi, je dis, par exemple, imaginons que j'ai une soumission à 150 000. Et je ne vais pas négocier 150 000 avec le vendeur parce que sinon, c'est lui qui le fait. Moi, je n'ai pas de problème avec ce qu'il fasse, qu'il me donne un terrain décontaminé. Voilà. J'ai une soumission à 150 000, mais 150 000, ça peut être 200 000. Ça peut être 100 000, c'est ce que peut-être Guillaume disait. Là. Oui, c'est ça. Ça peut être 100, ça peut être comme 200 ou peut-être 350. Donc, moi, j'ai 150 000. Après, je suis payé pour gérer le problème. Donc, imaginons, un gestionnaire de projet, ce serait comme 50, 60, 70 000. Bon, je rajoute, disons 75 000. Donc, 150 plus 75. Puis après, j'ai un facteur risque. Donc, moi, c'est sûr que mon facteur risque, on va appeler ça une contingence, ce que tu veux. Ouais. Le facteur risque, ça peut être 50 000. Donc, même si j'ai une soumission à 150, il n'y a aucune chance que j'accepte une baisse de prix inférieure à 2,50, 2,75. Là. Ben là, je prends ton problème. Sinon, moi, je préfère que tu me livres un terrain décontaminé. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Là. Donc, ça, c'est la première chose. De toute façon, le vendeur, ça va faire une dépense aussi. Ben oui, une dépense, CAPEX, etc., qui va pouvoir... Bon. Donc, ça compte-tu dans le CAPEX, ça? Bah, j'imagine. Tu remplaces de la terre. Tu remplaces pour du tel quel. mais tu sais, pour répondre à ta question, pour gérer, comme je disais, première chose, d'avoir une certaine gestion de projet. Si tu n'as pas de gestion de projet, ça va être difficile. C'est comme un projet de construction. Là. Il y a 100% des projets de construction qui dérapent à COSPLUS parce qu'il n'y a pas eu de gestion de projet. COSPLUS, on en parlait avec Emmanuel Serra, justement, de ça, histoires de COSPLUS. Tu te fais arracher la tête. Si tu n'as aucune gestion de projet. Et puis, les entrepreneurs, ils pensent que c'est bon, j'ai engagé un entrepreneur, c'est lui qui va faire la gestion de projet. Non. Mais non, jamais. Mais non. Au pire, là, tu verras que ça te coûtera moins cher d'engager un gestionnaire de projet, même à temps partiel, à 50 000 par année. Là, ça te coûtait moins cher qu'il fasse lui la suivi de projet que toi, tu penses que ton entrepreneur... Ça prend quelqu'un, là, sinon, là, c'est le bordel sur les chantiers. C'est ça. Deuxième chose, pour la contamination, c'est le type de contaminant. Genre, est-ce que c'est, comme je te disais, des résidus, comme de la brique, un barbecue? Ça nous est arrivé de trouver un barbecue qui était enfoui dans le truc. C'est comme l'archéologique. Là. Ouais, c'est ça, c'est une fouille archéologique, donc, finalement. Tu sais, ça, c'est pas très, très grave, parce que c'est juste de l'excavation, ça ne leak pas, etc. Mais quand tu commences à trouver une tank à huile qui a leaké pendant je sais pas combien de temps sous une nappe phréatique, là, ça commence à être de merde, parce que là, ça leak dans la nappe phréatique, puis là, ça part partout à gauche, à droite, chez le voisin. Ça peut aller en dessous du bâtiment, puis là, c'est une autre histoire. Là. C'est ça. Mais je l'ai fait aussi pareil, mais ça coûtait cher. Ça y a des coûts. Ça a coûté cher. Puis, la troisième chose, pour gérer tes coûts, c'est aussi savoir et être au courant des subventions. C'est sûr que ça, c'est pas plébiscisé. Là. C'est pas... La ville va faire plus des pubs pour contester l'augmentation de loyer que pour dire « Hey, by the way, il y a des subventions pour les entrepreneurs et pour les investisseurs immobiliers. » Ils ne vont pas le plébisciser. Tu ne vas pas avoir des pubs à la radio là-dessus. Toutes les subventions, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Hein. Je pense même que c'est Nicolas qui parlait de ça. Je ne sais plus, je pense que c'est Nicolas qui a parlé de ça. Les subventions, il y en a beaucoup, beaucoup. Là. Ben oui, il y en a plein de domaines. Oui. À Montréal, tu as des subventions pour la décontamination, tu as des subventions pour faire des logements abordables, tu as des subventions pour faire des rénovations, tu as des subventions pour changer les fenêtres, tu as des subventions pour installer une nouvelle thermopompe. T'sais. C'est ça, surtout avec les ESG qui arrivent, l'efficacité énergétique. On est très soucieux de l'environnement. C'est ça. Mais c'est parce que c'est très simple. Le Canada a des objectifs en termes de pays, puis chaque territoire doit suivre. Ils ont des objectifs. Ils peuvent pas faire. Ils peuvent pas commencer à dire. À un moment, je me souciais vraiment de ça. Là. C'est drôle parce que l'APH, financement APH Select, moi mon expertise, là, c'est la prospection puis le financement. J'adore ça. Puis en début d'année, j'avais un petit peu peur. Je me disais, peut-être que l'APH Select, ils vont arrêter. L'éco-énergétique, parce qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être un petit peu abusé avec l'éco-énergétique, etc. Puis après, j'ai réfléchi à ça, je me suis dit, mais en fait, la SCHL, là, c'est un des quotas qu'il doit faire
Mais le quota, il vient du gouvernement, là. C'est le Canada qui a des quotas de carbone, de réduction de carbone, etc. Ils ne peuvent pas commencer à dire on va arrêter un incentive qui marche vachement bien au niveau éco-énergétique. Mm-hmm. Donc, je pense pas que... On est dans une belle lignée par rapport à ça. Exact. Ouais. Ça tire vraiment à sa fin, Denis. C'est super intéressant. Je pense qu'on n'a pas parlé de la moitié de ce qu'on voulait parler. Mais, OK. Moi, ma question, c'est est-ce qu'on a créé de la valeur? Ben, c'est sûr que oui. Bon, ben, c'est parfait, alors. Chaque fois que je te vois, que ce soit dans à la MREX, à la Meute, tu as toujours apporté de la valeur. Bon. C'est vraiment quelqu'un qui apporte de la valeur. Tu as beaucoup de connaissances. Pour un gars qui fait juste 10 ans qu'il est ici, tu t'es bien adapté. Ah, c'est gentil. Ouais. Rapidement, mon prochain invité, Patrice Ménard de chez PMML. OK. Donc, faut que tu lui poses une question. Donc, quelle question que tu aimerais lui poser? Patrice, c'est difficile parce que c'est pas forcément un investisseur immobilier, mais il rencontre beaucoup d'investisseurs immobiliers. Ouais. Donc, je pense qu'une bonne question, ce serait de lui demander qu'est-ce qui différencie, que ce soit des traits de caractère, que ce soit des stratégies, etc., un investisseur qui réussit à un investisseur qui soit stagne, soit réussit pas. Good. Puis, je pense que ça peut donner beaucoup de valeur à tes auditeurs, à se dire, OK, ça, c'est les traits de caractère, ou alors ça, c'est les stratégies, ou ça, c'est peut-être qu'il va dire et donner des stratégies peut-être très techniques, mais sinon, vraiment... Ça va être une golden nugget pour ceux qui vont écouter le prochain épisode. C'est ça. Il y a eu plein de golden nuggets. Il faut qu'on arrête maintenant parce que le temps file. Merci beaucoup, Denis. Avec plaisir. Merci énormément pour l'invitation, Sam. Donc, on peut te trouver sur 5AM Capital. Sur 5AM Capital, Facebook, plusieurs groupes, que ce soit, je donne quelques cours à la MREX. Directeur de parcours, c'est ça? Oui, c'est ça, directeur de parcours, professeur. J'ai aussi beaucoup... J'interviens dans plusieurs programmes. Ouais. Donc, vous pouvez me voir un petit peu partout. Puis, moi, je dis toujours, on est à un message de connecter. Donc, n'hésitez pas à m'écrire ou quoi que ce soit. Donc, ça me fera vraiment plaisir. Excellent. Si vous avez aimé l'épisode avec Denis, puis il y a beaucoup d'autres épisodes qui s'en viennent et qui ont déjà été tournés, allez nous voir sur YouTube, Spotify, sur PMML TV aussi. On a beaucoup de contenu. Donc, suivez-nous et abonnez-vous surtout pour vraiment du contenu de qualité intéressant sur l'immobilier et plein d'autres sujets.